Bonjour à tous, bienvenue dans la numéro 66 des Têtes à Clash. Alors, 3 sujets aujourd'hui. On va parler du Covid, on va parler du 49.3, que de chiffres, et on va revenir sur les César et Polanski, parce qu'il me semble que ça dit des choses sur la société. Nous avons 4 invités. Le premier, il s'appelle Jean-Louis Masson, et il est sénateur de la Moselle. Bonjour Jean-Louis Masson. Bonjour. Le deuxième, c'est Grégoire Boucher. Grégoire, il est à ma droite, et il est éditeur. Bonjour Franck. Ça vous va? Ok. Yves Christen, bonjour. Bonjour. Je ne compte plus vos participations. Vous êtes biologiste et écrivain scientifique. Oui. Bonjour. Charles de Bourbon-Parme, bonjour. Vous êtes le 4e invité. Je devrais vous appeler Votre Altesse, me semble-t-il. Charles, ça ira Mais très Charles, bien. c'est bien aussi. Oui. Oh, parfait, ça me va. Ça, je préfère. Et vous êtes entrepreneur, Charles. Exact. Et bonjour à tous. Ok, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques secondes pour le sujet numéro 1. Alors, le sujet numéro 1, c'est le Covid-19, c'est la nouvelle peste, c'est la peur qui s'empare du monde, c'est les économies qui s'effondrent, en tout cas qui vacillent, et c'est les gouvernements qui sont mis en cause. Eh bien, mon sujet, c'est est-ce que le gouvernement français, il fait bien son boulot? Et je voudrais me tourner vers le scientifique qui est ici, parce que je suis sûr qu'il a un regard politique et scientifique sur cette question du coronavirus. Yves Christen. Je crois que la marge de manœuvre du gouvernement est quand même, en l'occurrence, relativement limitée, dans la mesure où il fait confiance approximativement, disons, aux experts. Donc, il lui est facile de dire je fais ça ou je ne fais pas ça parce que les gens compétents en ont décidé ainsi. Donc, je crois qu'effectivement, ça n'est peut-être pas le domaine où il faut chercher le plus à accabler, effectivement, le gouvernement. Maintenant, on peut s'interroger sur le fait qu'il y ait une sorte de sentiment de peste noire pour une pathologie qui, à l'heure actuelle, apparaît comme extrêmement anodine, qui n'a rien de comparable avec la grippe et qui, même en Chine, n'a pas fait un nombre de morts extraordinairement élevé. Enfin, c'est une grippette, le Covid-19 ? Oui, alors c'est d'ailleurs un problème, parce que c'est un problème dans la mesure où il est très vraisemblable qu'il y a un nombre très important de cas asymptomatiques. En parenthèse, il aurait été intéressant de faire une étude sur l'ensemble de la population, enfin sur 1000, 2000, 3000 personnes, pour voir quels sont les gens qui seraient positifs au Covid-19 et qui n'ont aucun symptôme ou qui ont très peu de symptômes. Parce qu'entre nous, on a tous vécu dans nos vies professionnelles des jours où on avait un peu la fièvre, on n'était pas très bien, on allait travailler quand même. Bon, on avait ou on n'avait pas quelque chose. Donc il est vraisemblable que tous ces gens qui n'ont pas de symptômes ou qui en ont très peu peuvent véhiculer évidemment le virus et le communiquer à d'autres qui vont faire une pathologie plus sérieuse. Mais même ceux qui ont eu le symptôme, qui ont été vraiment diagnostiqués comme étant porteurs de ce virus, il y a un taux de guérison qui est même bien au-delà d'une grippe habituelle. Donc il y a quand même une vraie interrogation sur ce très très faible pourcentage finalement de victimes, et c'est toujours dramatique, mais par rapport aux morts sur la route, aux victimes de suicide ou simplement de la grippe traditionnelle, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, il y a quand même une véritable interrogation sur même à quoi joue le gouvernement. Qu'est-il scientifiquement en train de se passer? Parce que vous pensez que c'est étrange quand même. Est-ce que le gouvernement, il en fait trop? Ou est-ce qu'il en fait pas assez? Est-ce qu'il devrait pour une fois, il en fait pas ni plus ni moins que les autres pays du monde qui sont tous à peu près dans le même état. Donc on va dire qu'ils suivent ou ils sont. Je pense en effet, comme vous le disiez, on peut pas vraiment les accabler. Là, ils viennent de faire une grande commande. Alors reconnaissons quand même que c'est un nouveau truc qui est apparu, n'est-ce pas? Donc évidemment, par rapport à la grippe, les gens sont habitués, ça tue 10 000 personnes. Là, il y a 4 ou 5 personnes qui sont mortes aujourd'hui en France, mais peut-être il y en a 4 aujourd'hui. On ne sait pas non plus quel sera le score final de cela. C'est ça. Jean-Louis Masson, c'est nouveau. Jean-Louis Masson, vous qui êtes un homme politique, qui exercé à la fois au Sénat et donc qui avait une présence sur le terrain également, vous dites quoi à la population, aux gens que vous rencontrez? Je crois que les médias, au niveau mondial, gonflent cette problématique, parce que, comme Monsieur Christen l'a fort bien dit, c'est quelque chose de relativement anodin. Je dis bien relativement anodin. Et moi-même, je m'étais fait la réflexion identique à la vôtre sur le fait qu'il serait intéressant de sonder 1000 personnes prises au hasard et de voir combien
ont été touchés en n'ayant quasiment aucun symptôme. Ce qui prouverait bien que c'est relativement moins dramatique que ce que le laisse entendre la presse. Oui. Alors, de là à s'en prendre au gouvernement, je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus, parce que s'il y avait une recette miracle, un peu partout, la recette miracle aurait été mise en œuvre. Il n'y a pas de recette miracle. Moi, le regret que j'ai, c'est peut-être la brutalité dans le temps de la mise en œuvre des nouvelles mesures. C'est-à-dire que le samedi soir, on a appris que le dimanche matin, la dernière journée du salon de l'agriculture avait été supprimée. Je pense qu'on aurait pu laisser 24 heures et annoncer les mesures pour que ce soit sur les marchés publics, un peu partout, les gens aient le temps de se retourner. Il n'y avait pas une urgence justifiée à ce point-là. Jean-Louis Masson, si vous aviez été aux manettes, est-ce que vous auriez, par exemple, interdit la venue des supporters milanais à Lyon? Je pense que c'était quand même plus logique d'intervenir sur les supporters milanais qui venaient à Lyon plutôt que de fermer un jour plus tôt et sans préavis le salon de l'agriculture. Il y a eu un certain nombre de choses, mais incohérente. Après, moi, ce que je trouve un peu aberrant, c'est que le football draine des millions, des millions ou des dizaines de millions. C'est un poids économique, et parce que le foot, disons, il y a tout un tas de gens qui tirent de l'argent là-dedans, eh bien, on les traite un petit peu différemment des autres. Et moi, je crois que face à un vrai problème, il faut traiter tout le monde sur le même pied, et notamment dans la mesure où il y avait des gens qui étaient issus d'une région infestée en Italie, il fallait vraiment... là, il fallait dire non. Et là, on n'a pas eu le courage de le dire. C'est symbolique. Un des fameux clusters qu'on trouve à la fois en France, du côté d'Auray, dans les Alpes. Et la grande différence qu'il y a entre le match de foot et le salon de l'agriculture, c'est qu'à l'époque du match de foot, on était encore dans une logique où on pensait qu'on pouvait suivre l'origine des cas. Aujourd'hui, il est assez clair qu'on ne peut plus penser ça. Il y a des cas diffus un peu partout et qu'on ne va pas retrouver le cas zéro dans aucun endroit, ni dans le Morbihan, ou peut-être qu'on le trouvera ici ou là, mais globalement, ni même en Chine. Voilà, ni même en Chine. Enfin, en Chine, c'est quand même la région d'origine, ça, quand même, sur le plan de la région. Et on soupçonne que c'est une transmission d'animal vers homme. On a beaucoup, effectivement, impliqué le pangolin. Je dois dire, d'ailleurs, par parenthèse, moi qui adore les pangolins, et qui sont des animaux extraordinairement difficiles à trouver, je trouve que la bonne chose avec l'histoire du Covid-19, c'est qu'on va peut-être leur foutre la paix, car on va arrêter de les bouffer, de leur piquer leurs écailles. C'est parce qu'en fait, j'ai entendu... ça, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, parce qu'en fait, une des raisons, ce serait sur le pangolin et sur d'autres animaux, parce que à Wuhan, il y a un marché où on trouve à peu près tout ce qu'on appelle de la viande de brousse, des louveteaux, des pangolins, plein d'animaux, des serpents en quantité d'animaux qu'on ne trouve finalement que dans les jungles, les forêts locales. C'est incroyable. Puis trouver un pangolin, je vous assure que c'est extraordinairement difficile. D'accord. En tout cas en Afrique. Mais c'était très bon. C'est plus facile. On trouve du chien. Mais moi, ce que je trouve assez fascinant avec tout ça, c'est que alors on a retrouvé le coronavirus à Mulhouse, dans l'Oise, dans le Morbihan, à Mulhouse. Enfin, ça pousse comme un champignon un peu partout. Et je suis fasciné qu'à Paris, il n'y a rien. Ça me fascine. L'Oise, on n'est pas très loin non plus. Oui, d'accord, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il faut être testé pour être malade, ou alors est-ce qu'il y a des malades qui ne sont pas testés, donc ils ne sont pas malades? C'est ce que disait... C'est très intriguant, l'histoire des grandes villes. À Paris, rien du tout. Moi, je trouve ça absolument... Le périphérique, finalement, peut-être du bon, je ne sais pas. C'est ça. Ça milite en faveur de gardons notre périphérique. Madame Hidalgo, il faut qu'on garde le périphérique, c'est très important. Mais vous, dans votre vie personnelle, vous avez... Et je sais que vous avez 3 filles. Sans révéler de secret, puisque vous en avez parlé à la antenne. Est-ce qu'il y a eu un changement dans votre vie? Est-ce que vous lavez plus les mains? Alors moi j'ai donné à mes enfants les consignes qu'on donne à tout le monde, c'est de se laver les mains régulièrement, et plus que d'habitude, on va dire. Arrêtez d'embrasser tout le monde dans la rue. Pas forcément embrasser tout le monde dans la rue. Ça c'est fait pour vous. Et puis pas aller dans les endroits confinés. Mais bon, on dit la même chose quand il y a la grippe. Oui, sauf que personne ne psychote quand il y a la grippe. Voilà.
Ouais. Hein, l'économie mondiale s'effondre pas. Enfin, s'effondre pas. La Fed, la fédération, la réserve américaine a baissé ses taux de 0,5 points, ce qui est gigantesque en une fois. En une fois, c'est sur des taux qui sont déjà relativement bas. Donc ils ont perdu 12%, la plupart des bourses exactement. Mais c'est très étonnant. C'est là où ça dépasse le gouvernement français. C'est que on est face à un phénomène mondial réel. Quand on apprend que la Russie ferme ses frontières avec la Chine, c'est pas anodin comme annonce. C'est pas juste un caprice du gouvernement français. C'est une réalité qui touche le monde entier et avec une peur panique qui ne semble pas, pour le moment en tout cas, vous le disiez vous-même, justifiée par les chiffres. Alors, il y a eu 3000 en Chine, là où donc c'est né, a priori. On a 3000 morts. 3000 morts pour la Chine. C'est-à-dire qu'il y a moins de morts en Chine qu'il y a de morts en France de la grippe chaque année. La Chine, et ça c'est une chose très importante, c'est un phénomène à mon avis historique. La commission d'enquête internationale qui vient de Chine a été épatée. Enfin, ce qu'a fait le gouvernement chinois est extraordinaire. Parce qu'il était accusé plutôt d'avoir dissimulé, peut-être pris des décisions très tardives. Mais l'efficacité de la politique de santé chinoise a été extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des équivalents historiques. De quelle manière factuellement ils ont bâti des hôpitaux en 10 jours. Oui. Mais ils ont également... ils ont réussi à confiner 50 millions de personnes. On n'aurait pas pu faire ça, nous, bien entendu. Mais ils ont une efficacité dans le diagnostic. Ils ont testé dans une ville 320 000 personnes, quand même. Bon. Nous, on n'arrive pas à tester 1000 personnes pour voir si... ils sont donc d'une efficacité extraordinaire, et ça traduit l'état d'évolution technologique de la Chine, qui est plus du tout ce qu'on a connu, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Hein. Donc c'est un phénomène historique très, très, très important. Et sans oublier que le virus est en régression. Oui. En Chine. Oui, bien sûr. Très forte régression. Déjà. Ouais. Donc là aussi, c'est quand même un peu... Enfin, c'est pas anodin comme information. Beaucoup se méfient des informations qui viennent de la Chine, qui sont souvent un petit peu dans l'intérêt propre du gouvernement et parfois loin, voire très loin de la réalité. En l'occurrence, je crois, enfin, j'ai tendance à penser... Et les experts ont tendance à penser que les informations sont fiables et qui sont passées d'environ 2500 par jour, ça a descendu à 400, à 200, et donc il y a vraiment une très forte régression du nombre de nouveaux cas. Mais ceci dit, le virus ouvre les yeux sur certaines choses intéressantes. De quel ordre? Que les médicaments aujourd'hui sont fabriqués en Chine, par exemple. Justement. En France, l'État subventionne la sécurité sociale pour que la sécurité sociale fasse faire les médicaments en Chine, en fermant des usines en France, en mettant des gens dans le chômage en France, c'est des cotisations en moins pour etc. Et on se rend compte que finalement, comment est-ce possible qu'un gouvernement qui subventionne la sécurité sociale fasse faire tout ça en Chine? Alors, on marche sur la tête. Eh bien, Charles, merci beaucoup pour cette transition, parce que c'est exactement ce sur quoi je voulais vous amener. C'est que Bruno Le Maire a dit que cette épidémie allait être un game changer. Alors, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais game changer, ça veut dire que ça va changer les choses. Hein. Et on voit bien on se rend compte qu'on dépend énormément de l'atelier chinois pour des pièces automobiles, pour la santé, ce qui est sans doute plus important encore. Et peut-être est-ce un bon aspect de cette histoire de pandémie. Oui, ça va nous faire prendre conscience que les choses peuvent changer. Il est clair qu'effectivement, on a pris conscience du poids de la Chine, dans la mesure où le commerce avec la Chine s'arrête, plein de choses s'arrêtent. Bon. Mais là, on parle de relocalisation, hein, Yves. C'est un des aspects de la mondialisation, incontestablement. Il est sûr qu'on est dépendant d'autres pays et qu'on a laissé faire parce que c'était un peu moins coûteux, que donc ça fait gagner plus d'argent à des grandes entreprises, etc. etc. Mais par derrière, on ne fait pas des économies parce que ça fait des gens au chômage. Ah non, bien sûr qu'on ne fait pas d'économies. Ça fait des gens qui cotisent plus, donc c'est des rentrées d'argent en moins. Donc on économise quelques centimes d'un côté, mais on en perd beaucoup de l'autre. Jean-Louis Masson, vous venez de la Moselle, d'où vous êtes sénateur. J'imagine qu'il y a eu des pertes dans l'industrie fort nombreuses depuis 20 ou 30 ans. Est-ce que votre zone a été touchée? Parce qu'on sait que la France, les Vosges, par exemple, tout près de la Moselle, les Vosges, c'est l'industrie du textile a disparu. Et j'y suis allé à plusieurs reprises. Les vallées entières sont pleines d'usines où on tricotait, où on cousait, il n'y a plus personne.
Oui, mais c'est vrai pour le textile, mais c'est vrai aussi pour la sidérurgie. Enfin, l'industrie en mutation perpétuelle. En Lorraine, dans le temps, il y avait à peu près 120 000, 130 000 salariés de la sidérurgie et des mines de fer. Il reste plus, il y a peut-être 1000, 1500 qui restent. Et ça a été des évolutions brutales en 20 ans. Donc c'est quelque chose qui est... je dirais, la sidérurgie, ça a été encore pire que le textile. Oui. Le textile, ça a été étalé sur 30 ans, mais la sidérurgie, ça a été d'une brutalité absolument extraordinaire. Et nous, en Lorraine, heureusement, notamment en Moselle, heureusement qu'on a le Luxembourg. Oui. Actuellement, le Luxembourg emploie 80 000 Mosellans. Donc des gens qui font... Si demain, il n'y avait plus le Luxembourg, on aurait un taux de chômage de 30% en Moselle. Il faut quand même voir ça. Et ça fait réfléchir. Mais est-ce que, pour revenir sur le Covid, est-ce que le Covid, c'est pas une opportunité pour faire en fait... Parce qu'on se rend compte que la Chine est moins attractive en termes de salaire. Hein, il y a des études qui prouvent que tous les côtes de Chine, les salaires sont en train de rejoindre le niveau européen. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'industries vont au Vietnam ou dans d'autres pays. Mais est-ce que c'est pas un moment politiquement à saisir pour relocaliser de l'industrie, Grégoire Boucher? On peut se poser la question de savoir si tout ça n'est pas aussi simplement une illustration d'une guerre économique mondiale absolument dantesque. C'est pas du tout impossible. Mais ce serait au détriment de la Chine, d'où vient la maladie. De la Chine, bien sûr, au détriment de la Chine, pour renvoyer la Chine un petit peu dans ses buts et ne plus dépendre, parce que tout le monde l'a avoué à travers justement l'émergence de ce virus. Tout le monde a avoué, Monsieur le maire en tête, cette dépendance anormale pour un pays, pour la France, mais pour tous les pays, c'est pareil. Est-ce que ça a été provoqué, non provoqué? Est-ce que ça, comme vous dites, ça va le rééquilibrer? De toute façon, c'est souhaitable. De toute façon, pour le bien, de manière très égoïste, pour le bien de la France, c'est souhaitable. Ça ne se produira pas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est presque trop. Si le Covid, c'est une grippette, dans quelques mois, on risque de revenir... La Chine a une telle facilité, une telle résilience, une telle énergie, un tel avantage financier. Et surtout, n'oublions pas que nous vivons dans un monde qui est un monde libéral, capitaliste, appelons ça comme on veut, et que c'est pas le gouvernement qui décide. Même si les Français trouveraient bien sûr que ce serait mieux d'avoir plus d'entreprises en France, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, mais c'est peut-être que les entreprises, je pense à l'automobile, hein, je crois qu'en moyenne, dans une voiture, il y a 3500 pièces environ. Il suffit qu'il y en ait 50 qui viennent de Chine pour que tout s'arrête. Mais le problème, je crois que vous raisonnez de manière macroéconomique, c'est-à-dire au niveau global de l'État. En fait, chaque décision, elle est prise par les acteurs économiques individuels, les petits chefs d'entreprise, les moyens, les dirigeants d'entreprise, PME, et les gens, par exemple, de l'industrie automobile, le groupe PSA, il y a une grosse usine chez moi. Bon, ils se sont rendus compte depuis un certain temps que pour chaque activité, il devait avoir 2 fournisseurs. Parce qu'il y a les problèmes des grèves. Et les grèves ont beaucoup plus fait réfléchir l'industrie automobile, par exemple, que le coronavirus en Chine. Parce que les grèves, c'est pire quand c'est un blocage total, pas de discussion. Et dès à présent, un certain nombre d'industries essayent d'avoir systématiquement 2 fournisseurs. Plan A, plan B, quoi. Mais c'est pas pour autant que si il est plus avantageux de continuer à fournir l'essentiel à partir de tel ou tel pays, c'est pas pour autant que les gens vont changer. Ils vont regarder leur intérêt économique, ce qui est la logique de l'économie. C'est tout. Mais vous parliez de la sidérurgie tout à l'heure. L'industrie automobile, il y a quelque temps, l'île Seguin, l'île Renault, les plans, enfin le matériel arrivait, les métaux arrivaient, ils faisaient tout sur l'île Renault. Aujourd'hui, l'industrie automobile ne fait plus que de l'assemblage. Il faut rien d'autre. Toutes les pièces arrivent de partout. À l'île Seguin, on coulait des tôles de métal, ils formaient, ils fabriquaient tout, de A à Z de la voiture. Aujourd'hui, c'est plus que l'assemblage. Mais ça, chez moi, c'est l'évolution. L'usine du groupe PSA dont je parlais, c'est la plus grosse usine de moteurs diesel du monde.
pas de France, du monde, et elle reçoit des pièces d'un peu partout, et ensuite elle envoie ses moteurs. C'est la logique économique du monde moderne. On ne peut pas aller contre. Il y a quand même un motif d'inquiétude pour cette usine de diesel, non? Ah oui, non, mais là, c'est un autre problème. C'est une autre histoire, mais ça... Là, on va empiéter sur les sujets suivants, bien sûr. si on parle du diesel. Hein, là... Ok. Je suis surpris, mais peut-être est-ce vous qui êtes très réaliste par rapport à moi qui suis peut-être un peu rêveur ou utopiste. Moi, je pensais qu'effectivement, ça allait être un game changer, un vrai changement de paradigme que ce Covid. Mais si c'est une grippette, la grippette, elle dure 15 jours, puis après, tout le monde, la vie reprend son cours. C'est pas seulement ça. Ça va pas être assez long. Ça devrait presque être le choléra. Le problème, c'est que le problème qui va se poser, c'est celui de l'aptitude des société à reprendre de l'énergie, à reprendre le dessus. Et là, il y a fort à parier que les Chinois, ils reprendront le dessus plus rapidement que les autres. D'accord. Bon. Écoutez, je pensais qu'on allait me faire table rase du passé et que le Covid serait l'opportunité pour rapatrier en Europe pas mal d'industries et faire baisser le chômage et reprendre un peu d'énergie en France et autour de nous. Ce sera peut-être le cas, mais je pense que ça pourrait être le cas si, en effet, sans parler de peste ou de choléra, cette pandémie avait une durée dans le temps. Voilà. Et donc paralysée, et si la paralysie à cause notamment de l'Asie avait de réelles conséquences sur l'économie européenne ou française. Pour le moment, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Ça a des répercussions sur les marchés financiers, voilà, mais guère pour le moment. Pour le moment, il y a quand même des gens qui font des provisions. Hein, oui, mais c'est de l'anticipation. C'est de l'anticipation. Stratégiquement, je ne sais pas, faire fabriquer ces médicaments en Chine, quand on avait tout ce qu'il fallait en France, je trouve ça vraiment un gâchis extraordinaire. Et ça, pour économiser quelques sous, pour la sécurité sociale. Enfin, c'est pas le gouvernement qui décide de la fabrication. Évidemment, mais peut-être qu'il devrait y avoir des points stratégiques qui devraient rester en France, une certaine industrie. Des industries. Faut en faire la liste. Je vous laisse la faire. Hein. Il y a peut-être quelque chose à faire. Très bien, merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour le sujet numéro 2. Ce sera un autre chiffre magique, le 49.3. À tout de suite. Le 49.3, le chiffre que tout le monde connaît en France, c'est là dans la Constitution. Hein, c'est un article, je suis sûr que Jean-Louis Masson a plein de choses à dire, je vous cède la parole dans quelques secondes. Le 49.3, c'est l'occasion pour le gouvernement de reprendre la main à l'Assemblée nationale, d'aller vite dans le vote de la fameuse réforme des retraites, d'avancer à travers les 64-65 articles. On en était à 2 articles seulement de voter en une semaine de débat. Il fallait avancer. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Est-ce que finalement, ce gouvernement, comme d'autres, décide d'accélérer et de passer par-dessus l'Assemblée nationale? Jean-Louis Masson, puisque ça vient, en plus, après le 49.3, ça vient chez vous, hein, au Sénat. Alors, je voudrais vous rappeler que l'origine du 49.3 dans la Constitution, c'était de favoriser la stabilité des gouvernements et d'éviter des mises en minorité purement opportunistes au niveau du Parlement. La première fois où il y a eu une utilisation pour abréger les débats, ça a été en janvier 1982 avec Mauroy sur les nationalisations. Mais je crois... Avant Pompidou, il n'y avait jamais eu 49.3. Il y avait eu le 49.3, mais pas dans un but d'abréger les débats. Et ça a été fait. Parce que pour la première fois, en fin 81, début 82, la droite, et moi j'étais député à l'époque, la droite, et j'étais pas d'accord là-dessus, avec des gens comme Toubon et un certain nombre d'autres qui s'agitaient, je dirais, ils avaient perdu l'élection, on avait perdu l'élection, on les avait perdus, il fallait le reconnaître, ont mis en œuvre, pour la première fois, une stratégie de blocage en changeant un point-virgule par un point, en changeant un mot par son synonyme. C'est scandaleux. Et moi, je l'avais dit quand j'étais député RPR à l'encontre de mes collègues du RPR en disant que c'était scandaleux et j'avais approuvé, non pas les mesures de nationalisation, mais la logique de Mauroy, et depuis ça s'est fait. Malheureusement, cette dérive parlementaire qui, au lieu de débattre sur le fond,
constitue à faire n'importe quoi, à bloquer le système et empêcher de débattre du fond des sujets. Moi, je me rappelle, sur la sidérurgie, je voulais intervenir sur un certain nombre de choses. Ils en avaient rien à faire. Si vous voulez, c'est bloquer le système. La sidérurgie pouvait crever. C'était pas leur problème. C'était créer la zizanie au sein du Parlement. Eh bien, là, les communistes et sur le problème des retraites, les communistes et M. Mélenchon ont fait exactement, c'est scandaleux, venir passer des jours et des nuits à remplacer des points par des points-virgules et des mots par un autre mot qui veut exactement dire la même chose, et puis venir ensuite se plaindre que, disons, il n'y a plus de possibilité de discussion, que le gouvernement exagère. Moi, je crois que les vrais responsables là-dedans, ce sont ceux qui ont mis en œuvre ce dévoiement du débat parlementaire à ce niveau-là. Alors, pour autant, il y avait deux motions de censure. Il y avait celle venant de la gauche, il y avait celle des Républicains. Vous savez ce que c'est que les partis politiques. Enfin, ils valent pas mieux les uns que les autres. Et les partis politiques, qu'est-ce qu'ils cherchent? Quand ils peuvent s'engouffrer dans une brèche et créer la zizanie des problèmes, et il est évident que les Républicains... qu'ils existent. Mais exactement. Les Républicains voulaient pas être en retard de la main. Alors, le petit reproche que je ferais quand même au gouvernement, alors je ne parle pas du fond, je parle de l'utilisation de 49.3. Le petit reproche que je ferais, c'est que depuis 7-8 ans, depuis qu'on a changé la Constitution, il avait quand même une alternative. L'alternative aurait consisté, dès le début du débat, à faire un débat en temps limité. C'est-à-dire que c'est un débat dans lequel chaque groupe politique a un certain temps, qui est très honnête. Mettons, on lui donne 10 heures. Mais pour les interventions, pour les ça évite le recours au changement de point-virgule. Oui, parce que après, les gens, il y a leur amendement, mais disons, on vote, il n'y a pas d'intervention. Donc, chaque amendement passe en 15 secondes. À votre avis, pardon, vous qui êtes un technicien de cette chose-là, pourquoi ce gouvernement ne l'a-t-il pas mis en application? Alors, moi, je pensais qu'il le ferait, ça aurait été plus astucieux. Alors, il y a certainement des choses que j'ignore, des stratégies que j'ignore. Ça aurait été plus astucieux d'agir de la sorte, de dire, mettons, au groupe de Mélenchon, vous avez 10 heures. En 10 heures, on peut faire des choses pour défendre vos amendements, etc. Mais ça a évité qu'ils présentent 10 000 amendements, prenons chacun 7 à 10 minutes de discussion, simplement pour savoir, je vous le dis, si on met 3 petits points, si on met etc., ou des choses comme ça. Grégoire Boucher, vous êtes d'accord ou pas? Je suis entièrement d'accord avec vous sur le principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est vraiment devenu gaguesque. D'un côté, c'est une chambre d'enregistrement. Mais LFI disait que c'était une poursuite de la guérilla qui avait lieu dans la rue. C'est de la guérilla, c'est de la pure guérilla, et donc ça n'a plus parce qu'il n'y a plus de débat. Donc d'un côté, il y a la chambre d'enregistrement des macroniens qui, de toute façon, ne disent rien et qui appuient sur le bouton là où on leur demande d'appuyer sur le bouton. Et de l'autre côté, il y a ceux qui se désintéressent du débat aussi et font de l'obstruction. Donc de toute façon, malheureusement, et c'est une vraie dégradation de l'Assemblée nationale depuis, on va dire, 30 ans. Une bonne trentaine d'années. Je suis désolé si. Non, même votre... mais tout à fait. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne sert à rien, ne sert plus à rien. La majorité impose. Là, ce qui est désastreux pour le gouvernement, mais c'est d'une manière générale pour la France, c'est le timing. Enfin, c'est utiliser à 15 jours, à une semaine du premier tour des municipales, dans un contexte de conflit social absolu et d'angoisse en plus avec le coronavirus qui touche tout le monde et qui c'est vraiment, enfin je trouve que c'est faire fi absolu de la parole et de l'intérêt du peuple. C'est dire vous m'intéressez plus. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Ce qui se passe autour de moi, moi je suis au-dessus de ça. Sachant Grégoire que ça va au Sénat. Bien sûr, ensuite ça revient à l'Assemblée nationale. Je sais bien, mais c'est symbolique. Et heureusement qu'on a 2 chambres. Heureusement, parce que alors sinon, vous imaginez dans quel état on serait aujourd'hui. Charles de Bourbon-Parme, ça vous révolte, 49.3, ou vous trouvez que finalement c'est une manière de faire avaler la potion? Moi, je suis d'accord avec vous deux. Oui. Avec tout ce que vous avez, ça m'évite de répéter, c'est très bien. Va s'animer. Je vous remercie. Je suis navré. Non, moi, je pense que la gauche, la manipulation de la gauche, qui était devenue totalement inexistante, elle essaie de reprendre la main en mettant le bazar. Parce qu'il y a des élections dans 10 jours. Ils ont 11 députés, je crois, la France Insoumise. Et puis de l'autre côté, on a un gouvernement qui veut faire passer le truc. Mais moi, je trouve ça absolument affligeant, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de légitimité
majorité, finalement, là je vais vraiment me faire l'avocat du diable, mais je veux quand même vous amener sur ce terrain-là. Cette réforme des retraites a été perçue par une partie du pays et des oppositions comme quelque chose d'inachevé, d'incompréhensible. Donc pourquoi se précipiter? Non, ça ne peut mettre que de l'huile sur le feu de faire ça. Jean-Louis Masson. Pardonnez-moi, on m'a gentiment posé la question l'autre jour pour me demander ce que je pensais de la réforme des retraites, ce qui est en fait le fond du problème. Oui. Et j'ai donné une réponse qui est un peu chatouillée. J'ai dit que si vous voulez tous être heureux de la prochaine réforme de retraite, imaginez-vous que vous n'aurez absolument rien. Et puis si par hasard on vous donne un petit quelque chose, eh bien vous serez heureux. Mais il faut commencer par penser que vous n'aurez rien. La France est en faillite, tout ça coûte trop cher, donc on est en train de tourner en rond autour d'un problème qui nous mène droit dans le mur. Donc, si demain on dit aux gens qui sont à l'aube de la retraite, vous n'aurez rien et vous devez vendre votre maison si vous avez pu l'acheter ou celle de vos parents s'ils sont toujours en vie, les gilets jaunes à côté, c'était de la guimauve parce que ça va être la tête sur les pics. On n'en est pas là quand même. Non, pas là. Non. Mais moi, si vous voulez, j'adhère à ce que dit évidemment Jean-Louis Masson. C'est clair que le débat est raté. Et c'est clair d'ailleurs qu'à mon avis, on pouvait prévoir d'emblée qu'il y aurait 49.3. Bon. Ouais. Mais par-delà cette question... Ils en parlent depuis le départ. Hein. Oui, il me semble qu'il y a, et plus généralement en France, une sorte de problème de légitimité, dans la mesure où nous avons un gouvernement qui a l'air d'être droit dans ses bottes, comme avait dit l'autre, et qui a une écrasante majorité de députés. D'un autre côté, nous avons dans la rue, à la fois les gilets jaunes et les grèves pour les retraites, des gens qui semblent représenter la grande majorité de la population. À partir de ce moment-là, sans dire que le gouvernement est illégitime, puisqu'il a été effectivement élu et bien élu, il est clair que ça crée une situation problématique, n'est-ce pas? De ce point de vue-là, je pense que si De Gaulle avait été là, il aurait fait un référendum pour essayer de garder, d'acquérir une légitimité. Peut-être l'aurait-il pas fait, j'en sais rien. Référendum, il y aura peut-être, mais ce sera plutôt sur les questions écologiques. Donc il y a, je crois clairement, dans le monde d'aujourd'hui, et l'histoire de la réforme des retraites le pose, une question quand même qui est de l'ordre de la légitimité d'un gouvernement qui semble rejeté par une grande majorité de la population. On sort quand même d'une période, enfin on n'est pas sorti, on est en plein dedans, où on a eu les gilets jaunes, effectivement, qui depuis 2 ans manifestent. Au départ, c'était à cause de l'évolution du prix de l'essence, et plus généralement, c'était sur la baisse du pouvoir d'achat. Mais tout ça touche la même chose, c'est-à-dire avec quoi ils vont vivre. Et les Français, globalement, ils n'ont plus rien pour vivre. Voilà. Donc, ils essaient par leur manifestation, ils ont essayé de mobiliser, de sensibiliser le gouvernement au fait qu'ils sont en train de mourir. La question de la retraite, c'est la même chose. C'est le peu qui aura été cotisé, on leur dit finalement, vous n'allez pas y toucher. Sauf que le gouvernement dit au contraire, cette réforme va permettre qu'il y aura plus. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et le problème, c'est que c'est pas perçu comme ça. Donc vous avez les policiers qui manifestent, vous avez les pompiers qui manifestent, les infirmières qui manifestent, vous avez tous les corps d'État qui manifestent. Avocats, et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie les CRS et du gaz et les canons à eau. Donc d'un point de vue symbolique, c'est catastrophique. Et là, pour les représentants du peuple que sont, soi-disant, les députés, on leur dit, en fait, on arrête de discuter, maintenant 49.3, taisez-vous, rhabillez-vous, Grégoire, on passe à autre chose. Grégoire, vous avez le fort civilisé Jean-Louis Masson qui est à côté de vous et pas du tout d'accord. Surtout l'élu. Très civilisé, mais pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'en France, depuis maintenant plus de 30 ans, chaque fois qu'un gouvernement est élu, démocratiquement, dans l'année qui suit, il est vomi. Prenez 81. Moi, en 81, je suis passé avec même pas quelques pourcents, avec même pas 51% des voix. J'étais réélu avec ce qui était en tant que député à l'époque. En tant que député, c'était un tour de force. Et très jeune député. Et 6 mois après, au cantonal, dans mon canton, j'ai fait 20% de plus que ce que j'avais fait 6 mois auparavant. Bon, il y a quand même à un moment donné des questions qu'on peut se poser, parce que c'est vrai aussi, Chirac est élu président de la République largement en 95, en 97, il dissout, il ramasse une veste gigantesque aussi aux législatives. Donc, c'est pas un problème lié à Macron, c'est un problème lié au fait que, disons, le monde politique et les partis politiques sont tellement discrédités que les gens votent à un moment donné et dès le lendemain, ils sont plus d'accord. Mais
il faut quand même, je ne suis pas macroniste, hein, je tiens à vous le dire, mais il faut quand même être honnête, et reconnaître que cette réforme, elle était dans le programme de Macron. Que, par ailleurs, les gens qui gesticulent le plus, ce sont quand même des gens qui bénéficiaient de systèmes anormalement discriminants par rapport au reste de la population. Là, c'est les régimes spéciaux. Si on prend... Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Prenez la RATP. Bon, les plus virulents, c'est la RATP. Mais la RATP, pour quelle raison un chauffeur de bus à Paris, enfin à la RATP, partirait en retraite à 55 ans et qu'un gars qui est dans telle ou telle ville de province, qui dessert avec son autobus des quartiers sensibles où il reçoit des pavés, etc., lui, on le ferait travailler jusqu'à 64 ans ou 63 ans. Bon, les gens de la RATP sont des privilégiés. Et à un moment donné, comme vous l'avez dit, il n'y a plus assez d'argent dans les caisses. Bon, et il faut rectifier les choses. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne partage pas ce qu'a dit M. Larcher en disant on veut garder notre caisse des sénateurs. Moi, je l'ai dit. Je crois... Non, mais vous riez, mais les parlementaires doivent donner l'exemple. Et la caisse des sénateurs, elle sert à quoi? La caisse de retraite des sénateurs. Et moi, je le dis très clairement, hein, j'ai pris position là-dessus et j'ai dit au Sénat que je n'étais pas d'accord avec la position de Larcher, disant bah tiens, nous on s'aligne, mais on garde notre caisse. C'est une démarche détestable au niveau de l'image qu'on veut donner du Sénat. C'est comme ça que tous les régimes spéciaux fonctionnent. Ils disaient pour les autres, mais pas pour nous. Et ça, je suis pas d'accord. Mais non, mais moi, je dis, c'est pas ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut être très ferme. Il faut être très ferme avec la RATP, avec un certain nombre de régimes. Mais il faut aussi... exemplaire. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non, mais vous avez l'air surpris. Ça me fait penser à quelque chose. L'autre jour, pardonnez-moi. Je suis tout à fait d'accord d'être aligné sur le régime général. Mais les Français au Sénat pensaient ça ou pas? Les Français ont fait la Révolution française pour abolir les privilèges, et là, ça fait des mois qu'on nous parle que de privilèges des uns et des autres. Absolument. Moi, ça me fait rigoler quand même. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous croyez vraiment que la Révolution s'est faite pour abolir les privilèges? Charles, vous appelez à une nouvelle révolution? Tous appris, n'est-ce pas? Est-ce qu'on nous a tous appris? Mais Charles, pour être clair, vous appelez à une nouvelle révolution pour que les privilèges qui restent reviennent par les Jean-Louis Masson? Je vous écoutais tout à l'heure et vous disiez, oui, pendant la campagne, c'est ceci, et puis après la campagne, c'est cela. Moi, ce que j'entends, c'est que pendant la campagne, on parle de bien commun, et puis après la campagne, on fait de la politique partisane. Moi et ça se renouvelle comme ça tout le temps. Comment voulez-vous qu'on aille quelque part? Ce qui me frappe à travers ce que dit M. Masson, qui est le bon sens, c'est vrai qu'on élit des gens et puis quelques semaines après on est contre. Je crois quand même que dans le phénomène vis-à-vis de Macron, de Roger vis-à-vis de Macron, c'est un phénomène assez singulier parce que dans les cas précédents, et notamment avec Hollande, dont la popularité est descendue très bas, il n'y avait pas de haine contre Hollande. On considérait généralement qu'il n'était pas très bon, voire même assez nul. Mais il n'était pas haï, il pouvait sortir dans la rue, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, vis-à-vis de Macron, il y a un phénomène très singulier, c'est qu'une proportion très forte de la population a une haine contre lui. Le seul événement qui se rapproche de celui-là, mais il était très minoritaire, c'était la haine à l'égard de Gaulle à l'époque de l'OS. Mais la population qui haïssait De Gaulle était une population très minoritaire, qui avait ses raisons, c'est autre chose. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression que Macron, il est haï par une très forte proportion de la population. Ça me paraît nouveau. Oui, mais vous pensez que ça délégitime le... Ça a été le cas avec Sarkozy. Parce qu'en effet, Hollande était tellement guignol que personne ne haïssait ce personnage. Sarkozy, avant, avait réussi à focaliser sur sa personne une rage absolue. Et d'ailleurs, au temps de Hollande, c'était Valls qui prenait cette haine contre lui, parce qu'il était effectivement la tête à claque la plus gigantesque que la Ve République ait pu pondre. Jean-Louis Masson. Jean-Louis Masson, merci. Non, je pense que, oui, je voulais parler justement de Sarkozy. Bon, Sarkozy, à la fin, on ne pouvait plus le supporter. C'était quelqu'un qui était, je dirais, au niveau caractériel, qui était pire que Macron. Mais le problème de Macron, c'est qu'il y a une responsabilité énorme de Mélenchon. C'est la première fois qu'un homme politique se comporte, je ne dirais pas comme un voyou, mais avec un certain nombre je parle de Mélenchon, avec un certain nombre de démarches qui ne relèvent pas du tout de la démocratie. C'est un de vos anciens collègues. Oui, mais enfin, bon, vous les collègues qu'on peut. Oui, bien sûr, mais vous l'avez fréquenté et vous avez constaté que son comportement, où il a dérivé. Il a dérivé complètement. Et Mélenchon est responsable de beaucoup de choses. Parce que quand, à la tête du pays,
vous avez quelqu'un qui a quand même une représentativité, qui se comporte comme ça. Et je dis bien, je ne veux pas utiliser le terme de voyou, mais enfin, disons, on n'en est pas très très loin, et que donc on déstabilise les repères les plus fondamentaux de la démocratie, parce que c'est ça, Mélenchon a déstabilisé tout un tas de repères qu'on avait. Il ne faut pas s'étonner si le petit citoyen de base fait du Mélenchon à sa démarche. Je ne crois pas que ce soit le cas. Sincèrement, je reprends le cas des Gilets jaunes quand ils ont manifesté. En effet, Mélenchon et la France Insoumise a essayé de préempter le mouvement. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas du tout marché. Ils se sont fait bouler. La rage, parce que c'est de la rage de survivre qui habite les gens qui manifestent. Je ne parle pas de ceux qui défendent leurs régimes spéciaux, je parle de ceux qui vraiment disent on est en train de mourir. Elle n'est pas politique, elle n'est pas... justement, je pense que ça vient de déçus. Vous le disiez vous-même, ça vient de gens qui ont cru, qui ont fait confiance peut-être à Macron en disant lui, peut-être qu'il va nous sauver, il va nous apporter quelque chose, et que face au manque d'écoute et puis aux décisions qui sont prises, ils se disent voilà, on a été cocufié et forcément ça les rend de plus en plus en colère. Quoi. Non, mais je vous laisse conclure, juste un petit mot. Ouais. Moi, je voudrais rectifier. J'ai pas dit que les Gilets jaunes étaient des pro-Macron, des pro-Mélenchon. Ce que j'ai dit, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui, au niveau de la respectabilité, devrait être un exemple, se comporter, je ne veux pas utiliser le mot voyou, mais j'en suis pas très loin, eh bien, il ne faut pas s'étonner que disons, des Gilets jaunes s'inspirent de lui. Mais vous dites que ce n'était pas des partisans de Mélenchon. Je ne dis pas que c'est des partisans de Mélenchon. Mais le mauvais exemple étant donné à la tête, des gens qui ne sont pas obligatoirement des affiliés de Mélenchon disent pourquoi lui crache dans la soupe en quelque sorte, pourquoi nous, on n'en ferait pas de notre côté. Et c'est ça, nous devons au niveau du Parlement donner quand même un minimum de bons exemples. Alors, merci. Oui. Merci. Pour conclure ce sujet, je vais vous poser une énigme et je vous la pose aussi à vous qui nous regardez, nous écoutez. Je voudrais le tiercer des premiers ministres qui ont eu le plus recours au 49-3. Alors, on va commencer juste après Mauroy. Rocard, c'est Rocard. OK. Vous pensez que c'est Rocard aussi? Ça vous semble? Oui, OK, le deuxième. Et après, je vais vous donner les chiffres. J'aurais dit Valls. Mais... Vous auriez dit Valls? Ouais. OK. Valls, c'est pas loin. Le premier, c'est Rocard, en effet. Je dirais que Edith Cresson, elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. Formidable, Charles. Formidable, parce qu'en fait, c'est la numéro 2. Ouais. Ben voilà. Et le numéro 3, c'est Valls. Elle a eu le temps. Et le numéro 3, c'est Valls. Mais Rocard... c'est Rocard, Cresson et Valls. Mais Rocard, vous savez... Rocard et Valls Rocard et Cresson avaient des circonstances tout à fait atténuantes parce qu'eux n'avaient pas de majorité. C'était pas du tout des 49-3 destinés à couper le débat. Oui, c'était pas de l'obstruction. Là, aujourd'hui, c'est de l'obstruction. Arriver à empêcher l'instabilité parlementaire. Et ça se reflète dans les chiffres, puisque, juste pour conclure, Valls, c'est 28 fois... Rocard, c'est 28 fois le 49-3. Edith Cresson, c'est 8 fois. Peut-être faute de temps, comme le dit Charles. Et Valls, c'est 6 fois. Tous les autres, les Villepin, les Balladur, c'est 1 fois ou 2. Et pour le moment, le Premier ministre actuel, c'est 1 fois. Et je crois que Mauroy, c'est 4 fois. Okay, je ne suis pas descendu si loin dans l'histoire pour aller trouver ces chiffres, que je trouvais assez significatifs quand même. Voilà, allez, c'est la conclusion de ce deuxième sujet. Je vous retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet de Tête à Clash. À tout de suite. Polanski et les Césars, je vous l'avais annoncé. On en a déjà parlé d'ailleurs, mais cette histoire est revenue assez fortement vendredi dernier, soir de cérémonie des Césars, animé par Florence Foresti, en l'absence de Polanski et de toute l'équipe du film J'accuse. Sauf que ce film ayant été nominé 12 fois, les mathématiques sont imparables, il a été récompensé 3 fois, dont le prix du meilleur réalisateur, pour Roman Polanski. Et ça a créé un tumulte dans la salle, avant et après. Qu'est-ce que ça dit sur la société française, à votre avis, cette histoire? Est-ce que ça parle de la difficulté qu'ont les femmes à trouver une place dans leur société?
c'est le point de vue d'Adèle Haenel et d'un certain nombre de femmes qui l'accompagnent? Ou est-ce que ça dit autre chose, le politiquement correct, la peur, une forme de dictature sur place? Je crois que Grégoire Boucher. Pour essayer de poursuivre le débat qu'on avait juste avant, je pense que ça dit rien du tout aux Français, mais rien du tout. C'est du petit microcosme parisien qui s'auto-satisfait, qui a l'habitude de s'auto-congratuler et donc de s'auto-récompenser chaque année. Et là, ils ont besoin de... C'est pas un hasard si ça se fait d'ailleurs sur une chaîne cryptée. Mais c'est vraiment clair. Oui, mais parce qu'ils ont besoin quand même de faire du bruit. Là, c'est vraiment le microcosme germano-pratin, comme on pourrait dire, même si ça se passe pas à Saint-Germain-des-Prés, qui est à la fois complètement satellisé par rapport à la réalité des problèmes qu'ont les Français et qui s'en fout complètement. Donc, ils ont besoin de parler d'eux. Ils sont entre eux, ils se font un cadeau, ils parlent d'eux ensuite dans les journaux. Enfin, je pense que on ne devrait même pas en parler aujourd'hui, on ne devrait même pas en entendre parler, tellement ça concerne personne, en fait. Le point commun avec la politique, c'est que ça traduit quelque chose de remarquable dans la société actuelle, qui est le réflexe conditionné. C'est-à-dire que par rapport à certaines situations, c'est comme la machine à café, on appuie sur un bouton, boum, il y a un café qui sort. Là, on appuie sur des boutons et on sait qu'est-ce qui va être produit par les médias comme type de réaction sur une problématique. Oui, c'est un scénario qui est préécrit. Voilà. Mais c'est pas les médias en l'espèce, Yves Christen. Là, c'est des acteurs, des actrices. Oui, d'accord. Le système, les gens qui s'expriment dans le monde social, on savait qu'une réaction de ce genre pouvait être produite et allait être produite, donc il n'y a pas de mystère. Mais vous voyez, c'est pas dans la nuance, c'est pas dans l'analyse profonde des choses, c'est simplement automatiquement les gens réagissent. Ça fait 40 ans que cette affaire est arrivée. 40 ans. Pendant 40 Là, ans, vous parlez de Roman Polanski qui a fui les États-Unis pour ne pas être condamné. Ça fait 40 ans que tout le monde le reçoit sur ses plateaux en France, qu'on le trouve très bien, qu'on l'a accueilli exactement comme celui... Et qu'il continue à faire des films. Qui continue à faire des films et qu'on lui remet des prix régulièrement. A-t-il du talent ou pas? J'en sais rien, ça m'intéresse pas, j'ai jamais vu ses films. Vous n'avez jamais vu Le Pianiste? Jamais. Mais non, mais c'est pour ça que je parle pas de la personne. Allez-y. Ça fait 40 ans que le système médiatique le trouve remarquable, très bien, on le défend contre les méchants américains. Oui, mais là, vous dites le contraire de tout à l'heure. Il est bien évident que si on le tolère en ayant commis des crimes depuis 40 ans, ça pose un problème de l'ordre de la justice. Si cet homme est un criminel, il est normal qu'il soit condamné en tant que tel. Mais ça, c'est un vrai problème. C'est un problème différent de celui de la qualité de son œuvre. Hein. Mais moi, je dis pas autre chose. Je dis juste que ça fait 40 ans que tout le monde le sait, que là, tout d'un coup, on en parle un peu au nom du féminisme. Mais là, pour moi, c'est comme le coronavirus. C'est vraiment un sujet dont on va parler pendant une semaine, 15 jours. Et Polanski, dans 15 jours, on n'en parlera plus. Jean-Louis Masseau, vous pensez aussi que c'est un épiphénomène? Je dirais que c'est pas tout à fait comme le coronavirus, parce que le coronavirus, c'est quelque chose qui existe vraiment. Mais il faut savoir... il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut désigner le meilleur réalisateur, et il n'y a pas de raison de ne pas le donner à Polanski, ou est-ce qu'on veut donner qu'on cherche un réalisateur qui est bon chic, bon genre, qui a une certaine taille, un certain nombre de valeurs, de valeurs ou de qualité par ailleurs. Moi, je crois que, de toute manière, si on fait un championnat du monde des coureurs de 100 mètres, si le coureur de 100 mètres a telle ou telle qualité, il n'y a pas de raison. Le tout, s'il a gagné, il a gagné. Polanski, c'est exactement la même chose. Il y a d'une part Polanski avec ses problèmes, et il y a d'autre part Polanski qui présente quelque chose, et si on juge l'œuvre, donc s'il est le meilleur, il doit être reconnu, mais le problème, on voudrait se servir du concours, de la sélection du meilleur metteur en scène pour telle ou telle chose. Et je dirais qu'il commence un peu quand même à nous casser les pieds. Il y a des choses dans le milieu. Bon, Jean-Louis Masson, c'est qui il? C'est l'opinion dominante des élites, pas du peuple, parce que le peuple n'en a rien à faire de ces problèmes-là. C'est pas c'est tous ces gens là, la super bourgeoisie pseudo-intellectuelle, parce qu'ils se prennent pour des intelligents, ils sont pas obligatoirement plus intelligents. Est-ce que ça parle pas quand même de la place des femmes? De l'émergence d'un certain nombre de femmes qui disent que les pratiques d'avant, c'est fini. Est-ce qu'on fait un concours? Est-ce qu'on fait un concours pour placer les femmes, ou est-ce qu'on fait un concours pour connaître le meilleur réalisateur? Est-ce que vous avez vu la soirée? Est-ce que vous avez vu la soirée? Parce que c'est exactement ce que vous venez de dire. Je l'ai regardé de A à Z. Pendant la soirée, il y a une actrice qui est montée sur scène
et qui a fait sa petite campagne. J'ai oublié son nom. Exactement. Quelque chose. Et elle a comme ça, elle a compté, elle dit je compte qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs, ou je sais pas comment on dit, d'Africains ou dans la salle. Donc elle, ça lui suffisait pas le combat pour les femmes. Maintenant, c'était le combat pour les Noirs. Et puis pourquoi pas un manchot qui dit il n'y a pas beaucoup de manchots, pas beaucoup de Chinois, pas beaucoup. Là, ça devient délirant. Et en effet, cette télévision, ces médias qui sont là pour être les caisses de résonance d'ultra-minorités ou de problèmes de société, c'est totalement, ça n'a pas sa place. Mais là où je ne peux pas être d'accord avec vous, c'est quand vous dites qu'on ne doit s'intéresser qu'au talent de Polanski. Je suis désolé, Marc Dutroux aurait-il un gigantesque talent pour réaliser des films, que sa place est en tôle et pas pour recevoir un prix. Je dis pas qu'il soit pas en tôle. Donc on peut pas simplement dire il a du talent, donc on oublie qu'à côté. Non. Il s'est comporté comme la personnage la plus abjecte qui soit. Et donc, c'est pas possible de faire cette dissociation en permanence, simplement pour dire il a du talent, donc on oublie le reste. C'est pas possible. C'est pourtant au cœur du sujet, dissocier l'homme de l'œuvre. Mais c'est pour ça que ça c'est pas possible. Il y en a un qui n'a pas pris la parole pour l'instant, je la lui donne, c'est Charles de Bourbon-Parme. Non, mais moi, vous avez posé la question, qu'est-ce que ça suscite, ce qui s'est passé moi, la seule chose que j'ai retenue, je ne l'ai pas vu, j'ai vu quelques minutes et j'ai changé de chaîne parce que je trouvais que c'était pas très intéressant cette soirée, mais que je vais aller voir le film parce que le film doit être bon. Vous n'avez pas vu J'accuse ? Non, pas encore. Donc je vais aller voir le film. D'ailleurs, voilà. Mais ceci dit, il faut pas mettre tout dans le même sac. Moi, il y a des choses qui me révoltent. C'est par exemple, de temps en temps, certaines personnes s'en prennent aux enfants parce que les parents ont fait ceci ou cela il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et donc, c'est resté. Et une petite vengeance, si on a l'occasion, on va pouvoir faire quelque chose aux enfants. Non, moi, je trouve ça tout à fait abject. Moi, je pense qu'il a fait un travail. Et qu'il soit bon ou pas, c'est pas moi que ça regarde. D'ailleurs, c'est ceux qui ont voté pour le film. C'est un collège de 4000 votants qui sont que des professionnels du cinéma. Il a eu un comportement tout à fait détestable avec des femmes, et il a été jugé pour ça. Non, c'était pas avec des femmes, c'était avec une petite fille de 13 ans. Mais c'est pire encore. Il avait préalablement drogué pour pouvoir mieux abuser d'elle. Donc on n'est pas dans un problème de féminisme. C'est pire que tout. Mais c'est une affaire qui a été jugée. Je sais, et pour lequel il a été condamné, et pour lequel il est en exil. Mais quand il a fait le film, il était allé en prison. C'est pas tout à fait ça. Il a été condamné, il est allé en prison, et au sortir de la peine qu'il avait faite jusqu'au bout, quelques mois de prison, le juge a considéré que ça n'était pas assez et voulait le rejuger. Et là, Polanski a dit je m'en vais. Voilà, je dis pas ça pour le défendre. Ça minimise juste pas ça pour. Non, mais il n'était pas en prison quand il a fait le film. Non, je sais bien. Enfin, il aurait été en prison, donc le problème est le même. Il y a deux problèmes. Cet homme, s'il est un criminel, sa place est peut-être en prison. Je ne sais pas si c'est un criminel, mais il y a de bonnes chances. Mais ça n'empêche qu'il puisse avoir fait une œuvre que je n'ai pas vue personnellement, qui mérite cela. Et d'ailleurs, Dutroux aurait fait cette œuvre. La place de Dutroux est en prison, peut-être même sous l'échafaud. Mais s'il a fait une œuvre extraordinaire, cette œuvre doit subsister. Oui, mais il y a une différence entre une œuvre qu'on peut reconnaître et puis une œuvre carrément à qui on met le premier prix dans un contexte tellement grotesque qu'il n'est même pas là pour la recevoir. Vous voyez, il y a quand même. C'est intéressant ce que vous dites, Grégoire, parce qu'en fait, vous êtes presque sur la position de Franck Riester. Franck Riester, il a pris. C'est pour ça que je souligne ça. Vous dans la position de Franck Riester, je vous garantis que c'est rare. Oh là, c'est drôle. Je vous garantis que vous ferez engueuler ce soir, enfin votre épouse. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous étiez dans la position de Franck Riester, qui a dit en gros qu'il était gêné que Polanski soit même nominé. Et vous êtes d'accord avec ça? Mais qu'il y ait une gêne, c'est une chose, mais c'est une autre chose de dire que ça ne devrait pas être le cas. Écoutez, nous connaissons tous des gens qui considèrent que le comportement de Louis-Ferdinand Céline n'était pas exemplaire pendant la guerre et qui considèrent qu'il est le meilleur écrivain du XXe siècle. Ce sont deux points distincts. C'était le cas de Nicolas Sarkozy, par exemple. C'était le meilleur écrivain du XXe siècle. Il y avait une passion totale pour Céline. Il est d'autres, et des gens de droite comme des gens de gauche, bien sûr. Je crois qu'on ne doit pas se servir d'une sélection, après on en pense qu'on veut de la sélection, d'une sélection du meilleur réalisateur pour régler des comptes liés à la vie privée des gens ou autre chose. Ou bien, est-ce que oui ou non,
on cherche à primer le meilleur réalisateur. Si c'est oui, et si c'est lui le meilleur réalisateur, eh ben, il faut le primer. Vous savez très bien que ça n'a jamais existé. Si on prend un cas très précis qui est le Festival de Cannes, on sait très bien que le Festival de Cannes remet des prix politiques toujours orientés et donc dans une démarche politique. C'est un jury qui est beaucoup plus il ne faut pas se faire d'illusions. Une dizaine de personnes à Cannes. Non. Oui, mais de toute manière, avec un résultat politique. Non, après, c'est comme les prix Nobel d'ailleurs. Bon, il y a tout un tas de magouilles, il y a tout un tas d'attributions. Bon, mais si indépendamment des magouilles potentielles qu'il peut y avoir, bon, on trouve que Dupont ou Durand a fait le meilleur, et si on cherche le meilleur, eh bien, on le met. Il y a aucune raison de mélanger les choses. Imaginez que Einstein ait eu tel ou tel comportement, on va pas supprimer la relativité générale ou sous prétexte que Einstein a eu un mauvais comportement. Einstein est un grand scientifique. Mais il peut y avoir eu des grands scientifiques qui ont déraillé. Ça s'est fait. On a retiré la Légion d'honneur et on a exclu de l'Académie française des auteurs dont on avait considéré qu'ils étaient plus dans le politiquement correct. Bon, alors attendez, donc c'est pas nouveau. Non. Mais la Légion d'honneur, c'est tout à fait différent. Parce que la Légion d'honneur, quand vous avez une condamnation, disons, on vous la retire. Ouais. Bon, c'est tout à fait différent. Mais c'est pas le choix du meilleur réalisateur. Certains disent que ce qui s'est passé, en fait, c'est une manière de parler des fractures de la société française. Des fractures, donc ce serait le symptôme d'un monde opaque, celui du comité organisateur des Césars, qui a d'ailleurs démissionné, celui d'un monde où... Mais cela dit, grâce à ça, on a découvert que ce monde très opaque était rempli de blancs, catholiques et hétérosexuels. Donc ça, quand même, la France entière a appris que ce comité était rempli de blancs. Alors, c'est intéressant, parce qu'on ne le savait pas. Oui. On n'a toujours pas un nom correspondant à ce profil-là, mais c'est pas grave. Je comprends la boutade, et effectivement, j'avais cité, lors d'une émission précédente, cette comédienne qui avait accusé le comité des Césars d'être composé ainsi. Mais ma question, c'est, est-ce que ça ne parle pas de fracture qui serait en train d'apparaître au cœur même de la population, entre des jeunes générations très sensibles à l'écologie, très sensibles aux droits des femmes, très sensibles à l'égalité? Ça, je n'y crois guère. Autant dans le cadre des Gilets jaunes, on voit bien qu'il y a une fracture au sein de la France. Dans cette affaire-là, ça reste dans un petit monde quand même de showbiz. À mon avis, ça ne traduit rien au niveau de la population générale, des électeurs de une fracture entre eux ou de la France réelle. Quoi. Mais franchement, elle n'existe pas. C'est pour ça que je commençais par ça tout à l'heure. Sincèrement, je pense, et c'est d'ailleurs réjouissant, parce que la France serait à ce point-là divisée sur tous ces sujets de société. Je pense qu'on serait dans une situation catastrophique. D'accord. Charles, vous êtes sur cette position. Vous aurez le mot de la fin à ce sujet. J'étais très content d'être là. Oui, okay. Là, vous êtes centriste complètement. Merci beaucoup. Ok, très bien. Parfait. Allez, on vous a fait sortir de votre terrier, Monsieur Bayrou de Bourbon-Parme. C'est dur. Allez, je vous remercie de votre attention pour cette émission. Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je vous retrouve dans 15 jours pour la 67e émission de Tête à Clash. Les 4 clasheurs étaient très en forme aujourd'hui. Merci. Au revoir.